Est-ce qu'on roule? On va vraiment commencer ça en chantant Minifig. Je trouvais que Marc chantait Minifig. Je trouvais que ça nous mettait dans un... Pourquoi? On le sait pas. Non, un bon état d'esprit. Non, mais est-ce qu'on roule? Minifig. On roule. On roule pour vrai? Il va chanter encore roule, 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 roule. Et on roule! On a de très belles choses au cours de la prochaine heure. Ouais. Oui. On ne dit pas, on garde le secret? On le dit ou on le dit pas? Ah, on va le dire. OK. En fait, on va donner quelques indices. Parfait. Si on vous parle de pornographe, si on vous parle des dieux de la danse, de toupette. De toupette. Oh. Ben oui. De marathon. Est-ce qu'on lui parle de toupette? D'Ironman. Je vais parler de toupette. Si on parle... Je donne des indices. Si on dit qu'il est encore jeune... Ouais. Bonsoir, il est parti. Roger Brulotte. C'est Roger Brulotte qui est notre invité. Oui, c'est ça. Jean-Philippe Vautier, je pense que vous l'avez deviné, sera notre invité un peu plus tard. On a vraiment brassé des idées intéressantes, puis on aimerait les partager avec vous. Marc parlait entre autres, suggérait qu'on parle de la difficulté pour un athlète d'aborder la retraite. Oh, oui. Et t'es passé par là. Ben oui. Mais sans le vouloir. Moi, là, je vais vous raconter une histoire vite. Là, on va commencer comme ça. Dave Reed, que vous connaissez, réseau anglophone, il est à TSN, il est analyste au hockey. Lui, il est en fin de parcours, fin de carrière, et moi, je suis au tout début de ma carrière. On est au Colorado tous les deux. On est assis un côté de l'autre dans le vestiaire. Et comme je suis l'auxiliaire à Patrick et que lui est un joueur supplémentaire à ce moment-là, ben, on embarque très tôt sur la patinoire. On est les premiers à se préparer. C'est un matin de semaine et il y a un joueur de football quelconque, je ne pourrais pas me rappeler lequel, qui tient une conférence de presse pour annoncer sa retraite. On est 2 heures de décalage, donc on est à peu près à l'heure du midi, là, où le point de presse se tient. Et Dave Reed me tape du coude et dit « Il y a de bonnes chances que toi et moi, on ne tienne jamais de conférence de presse pour annoncer notre retraite. » J'ai compris à ce moment-là à quel point ça pouvait être ingrat. J'ai jamais tenu de point de presse là, pour annoncer ma retraite. En fait, je pourrais vous dire que je l'annonce là officiellement, ma retraite, même si ça fait 10 ans, parce que... T'as juste arrêté. C'est ingrat, puis on se fait tasser. On n'a pas de contrat, on espère, on s'accroche, on s'entraîne. Moi, ça a duré quelques mois. Je me suis entraîné un peu, j'avais pas de contrat qui faisait mon affaire, j'ai refusé des invitations à des camps. Et là, finalement, on en vient à la dure réalité. Mais là où je voulais en venir, c'est surtout que j'ai de nombreux d'amis qui ont sombré dans la dépression, qui ont levé le coude, qui ont passé de longues journées enfermés dans leur sous-sol parce que là, c'est pas la honte, mais c'est le fait de ne plus performer, de ne plus connaître l'extase d'être devant le public. Alors, moi, je pense que c'est un moment qui est important. Est-ce qu'on peut dire, Marc, que c'est le moment, le premier moment dans la carrière d'un athlète qui souvent se dessine très jeune, où tu es devant ton miroir? Tu es devant le miroir, mais c'est l'inconnu qui fait peur. C'est l'inconnu parce qu'on est régimenté, encadré, horaire au quart de tour depuis qu'on est haut comme 3 pommes. Depuis qu'on est petit cul, on se fait dire à quelle heure faire quoi et comment le faire pour être au maximum de façon optimale. Et là, tout à coup, il y a une liberté qui fait peur et il y a surtout un vide. On ne se jette pas volontairement dans le vide, on tombe dans le vide. Puis moi, c'est devenu un peu un étourdissement parce que j'ai dit je ne ferai rien à temps plein. Je me suis mis à faire une multitude de choses, oui, à gauche et à droite. Tu sais, je coachais les goalers dans le junior, je suis venu faire un peu de télé-RDS, j'ai commencé à écrire dans le journal, j'ai commencé à faire de la radio. Là, je voulais m'occuper de mes enfants, puis là, ça finit que la tête te tourne parce que là, ça va trop vite. Alors, moi, je trouve que c'est ingrat, puis c'est dans un monde où on parle d'anxiété, de problèmes anxiogènes. Moi, je trouve que c'en est un, la retraite d'un athlète. Aujourd'hui, une 2e retraite ne me fera pas peur, puis une 3e carrière ne me fera pas peur s'il y en a une. Mais la première retraite était peur. Mais c'est aussi de tomber à la retraite à un âge relativement jeune. C'est complètement le contraire de ce que la population générale fait. On se bâtit un patrimoine, une carrière avec expérience, alors que dans le monde sportif, c'est encore peut-être plus vrai au football. Au début de la trentaine, tout est terminé. Puis là, Andréane et Marc, on parle de retraite, encore là, dans un contexte idéal de retraite voulue, mais il y a les retraites forcées chez les athlètes. Les blessures à répétition, les commotions cérébrales, La baisse de performance. Et c'est ce que j'allais dire, la baisse de performance ou mal s'adapter à des nouvelles normes sportives et ainsi de suite. Ça doit être encore plus difficile à accepter. Je pense à une Serena Williams qui n'a pas pris sa retraite. Mais après, depuis qu'elle est revenue de sa grossesse, sa carrière n'est pas la même, soyons honnêtes. Puis je me dis, éventuellement, on va en arriver là. Puis je me dis, ça doit tellement être difficile de dire...
c'est là le bon moment pour se retirer au bon moment, justement. Pas s'accrocher, pas aller se blesser. La blessure ultime là, qui va faire que ça va t'handicaper pour le reste de ta vie aussi, parce qu'on en revient à les retraites se prennent relativement jeunes. Si tu n'es plus capable de marcher sans avoir mal pour le reste de ta vie parce que tu t'es accroché un peu trop longtemps, c'est difficile. Puis il y en a des athlètes qui vont souffrir pour le reste de leur vie parce que le corps suit tout simplement plus. Au niveau physique, puis il y a tout l'autre aspect aussi au niveau de l'estime de soi, parce qu'un deuxième cycle, un troisième cycle même, il y en a même qui essaient un quatrième cycle, c'est pas tous les athlètes qui peuvent vivre ça avec succès. Quand Joe Montana avait quitté les 49ers, il s'était retrouvé avec les Chiefs, oui, ça a fonctionné. Peyton Manning, ça a fonctionné. Brett Favre a probablement regretté de ne pas avoir pris sa retraite comme un Packer. Je parle du football. Au hockey, les Chelios, Chara sont des cas purement exceptionnels. Anecdotique, presque. Anecdotique. Yagar, c'est le cas. Oui. Dans ma jeune carrière, dans la Ligue américaine, j'ai affronté Grant Fuhr, qui pour moi est un gardien mythique. Mais aujourd'hui, j'aurais préféré ne jamais affronter Grant Fuhr parce qu'il n'était plus l'ombre de lui-même. Ce n'était même plus un gardien de but performant au niveau de la Ligue américaine de hockey en fin de parcours. Est-ce qu'il s'accrochait de façon indue? Bref, mais c'est quand même un luxe de pouvoir choisir la façon dont on va se retirer. Parce que moi, je vous le dis, j'ai pas de regrets. Mais j'aurais aimé ça. Comment l'expression consacrée en ses propres termes? Ouais. Mais c'est pas selon mes paramètres que j'ai pris ma retraite. Ouais. Et ce qu'on dit là, c'est vrai pour les athlètes, mais c'est vrai pour les entraîneurs aussi. Il y en a un qui est loin de la retraite, c'est Dominique Ducharme. Mais quand on dit que les entraîneurs sont entraîneurs toute leur vie, sont incapables de décrocher, même quand on les oblige à décrocher, lui, il est quand même assez loin parce qu'il est jeune, enfin, toute proportion gardée. C'est un beau défi pour lui, Andréane, hein? Cette année. Une première vraie saison normale, complète, en faisant le tour de 31 autres équipes. En ayant plus le titre par intérim à côté de son nom. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Dominique Ducharme est condamné à décevoir cette saison-ci? Je dis Dominique Ducharme, je pourrais dire le Canadien, parce que le club s'est rendu en finale de la Coupe Stanley l'année dernière. Je le sais que c'était pas une saison régulière, mais c'est pas grave. Le club s'est rendu en finale. Tout ce que tu peux faire après ça pour combler tes fans, c'est de gagner le trophée. Et c'est pas donné à toutes les équipes de retourner en finale de la Coupe Stanley 2 ans de suite. Ben, à quelque part, on construit pour la première fois sur du solide. On bâtit pas sur des cendres. Ça a beau avoir été un été abracadabrant, un camp d'entraînement houleux, ça demeure qu'à l'amorce de la saison, on bâtit sur des fondations, on bâtit pas sur des cendres. C'est la première fois depuis longtemps qu'on peut dire ça chez le Canadien. Il y a une identité. Est-ce que cette équipe-là va être en mesure de s'approprier la même identité ou une identité très proche pour le début de la saison? Ça pourrait faire des petits. Ça pourrait permettre aux Canadiens, du moins, de solidifier et d'assurer, plus tôt que tard, sa place en séries éliminatoires, parce que je pense que là, ce serait une déception. Pour ce qui est du reste, on l'a très bien vu, le Canadien étant l'équipe témoin, que tout peut arriver dans les séries éliminatoires. Est-ce qu'un de ses principaux défis, qui peut peut-être devenir... Et je vais peser mes mots, là, une ouverture pour lui. Et je parle de l'absence du capitaine, de Shea Weber. Et c'est énorme. Et tous les joueurs le disent. Tu ne peux pas remplacer Shea Weber. Ce qu'il apporte ne peut pas se remplacer. Mais est-ce que ça va peut-être permettre à Dominique Ducharme un lien de communication et donc un lien, je vais dire d'autorité, mais au sens large du terme, peut-être plus ouvert, compte tenu que le capitaine, format géant, n'y est pas dans le vestiaire? À quel point il va être absent de l'entourage de l'équipe, rendu là? Parce que est-ce qu'il va quand même rester... Est-ce que son empreinte va quand même rester On dit de vouloir beaucoup dans l'entourage de l'équipe. Voilà, il va le faire à distance depuis la Colombie-Britannique, mais il va venir faire des soins à Montréal, les moyens technologiques. Mais, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne vais pas couper non plus ton idée, mais moi, je pense que c'est quand même une occasion de créer le partenariat. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup entre les entraîneurs. Tu parlais d'autorité. Les entraîneurs autoritaires n'ont plus la cote. On parle de partenariat. Ça, c'est clair. Moi, je pense que c'est une opportunité d'asseoir ce partenariat entre Luke Richardson, Trevor Letowski et maintenant Dominique Ducharme et Alex Burrows, bien évidemment, de façon plus claire avec le vestiaire et le groupe de joueurs. En tout cas, chose certaine, c'est son équipe maintenant. Exactement. Puis tu parlais d'identité. L'important, là, c'est ce qu'ils vont démontrer comme travail, comme effort.
Hein, ça, on l'a souvent reproché aux Canadiens dans le passé, ils disaient ça n'a pas de l'air de leur tenter. Moi, je pense que s'ils mettent les efforts, le travail, comme on a vu en fin de saison, ben écoute, tu le dis, là, ils vont se classer pour les séries, puis après ça, on verra comment ça va aller, puis on verra comment les dieux du hockey filent envers le Canadien rendu au printemps. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette saison-ci, comment ça va se passer. Bon, ben écoute, des dieux du hockey, on va passer aux dieux de la danse. La première fois que me suis retrouvé dans une situation professionnelle avec notre invité, vous vous rappelez peut-être pas de ça, j'étais participant aux dieux de la danse. En fait, je m'en rappelle. Oui. J'aurais souhaité... Je m'en rappelle très bien. J'aurais souhaité que tu dises non. Je ne m'en rappelle pas. Andréane aussi. Ah, vous vous en rappelez donc. Hein? Mais je me souviens surtout des efforts que tu y avais mis, Pierre, de ta rigueur, de ton professionnalisme. Ben oui, mais écoute, il y avait et un tantinet ta performance. Ben là, ils avaient voulu nous éliminer d'avance. Quand on a su ce qu'on allait danser, du jive, imagine-toi, même les professionnels refusent de danser du jive dans leur carrière. Je vais être plus sympathique que Marc. Je me permettrai pas de rire parce que j'aurais pas fait mieux. Bon, écoute, on était condamnés d'avance. Ceci dit, ça a été une merveilleuse expérience avec ma partenaire de danse qui était José Lavigueur, qui a été extraordinaire. Et surtout, j'ai fait la découverte de notre invité, Jean-Philippe Vauthier. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour à vous. Quel beau trio ce matin. Est-ce que tu te rappelles de ce moment où on s'est retrouvés sur ton plateau et Jean-Philippe commence à nous poser des questions, puis moi, capable de reprendre son souffle. Je m'en souviens très, très bien. Ça a été pour moi, les dieux de la danse, un moment assez surprenant d'une carrière parce que on s'attend pas à animer un show de danse, on s'attend pas à dire oui quand on se fait pas offrir surtout. Puis, mais ça m'a permis des rencontres comme toi, Pierre. Depuis ce temps-là, on s'est pas vraiment lâché. Hein. C'est vrai. Donc, ça a été quoi dans ta carrière? Amusant, important, visibilité, un peu de tout ça? Oui, un peu de tout ça, en fait. Pour être très honnête, j'avais eu l'offre de Radio-Canada et j'étais rien. Là, je commençais à faire la télé. Là, ça faisait 3 virgules que j'avais commencé. Et on m'a offert ça. J'avais aussi 2 hommes en or, mais dans 2 hommes en or plus sérieux, ça me permettait d'avoir du plaisir, ça me permettait 2 hommes en or d'avoir du fun, mais aussi d'être sérieux, d'être politique, c'est ce que j'aime aussi beaucoup. Puis de me faire offrir un show de danse, tu penses que tu te fais niaiser, puis 2, tu te demandes si ça va juste être bon pour toi. Parce que, l'objectif, c'était vraiment pour me faire un peu plus connaître des gens, parce que c'était clair qu'un show de danse, ça va rejoindre un peu plus que 2 hommes en or à Télé-Québec. Fait qu'effectivement, on a fait des super d'écoute. À un moment donné, les gens commençaient à me découvrir avec ça, puis grâce à ça. Puis, après 3 ans, 4 ans, je me souviens même plus, ça n'a pas de bon sens. Mais en tout cas, après toutes les saisons des dieux de la danse, je te dirais que ça m'a aidé. En sachant par contre que je pense que j'avais fait le tour là, des shows de divertissement de ce type-là. Est-ce que ça t'a permis de rencontrer des gens autrement? Mettons comme Pierre Roud, t'étais peut-être dans un état un peu de vulnérabilité, Pierre, hors de ta zone de confort. Évidemment. Est-ce que ça t'a permis de croiser des gens dans une autre situation puis de les revoir après avec un certain lien? La plupart des gens que j'ai recroisés par après m'en veulent encore et de les avoir embarqués là-dedans. Mais ça m'a permis aussi de rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout. Puis, comme je le dis, j'ai remercié ces gens-là énormément parce que moi, j'animais, là, c'était fantastique. J'arrivais 1h30 avant le show, tu changes, tu regardes ces gens-là qui répètent depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, je faisais pas d'efforts comparé à Pierre et compagnie. Là. Je faisais un clin d'œil dans ma vie. Là. Je les ai jamais, je ne les aurais jamais assez remerciés. Ils ont fait des trucs que j'aurais moi-même jamais fait. J'étais bien trop gêné, bien trop peur de montrer tous mes défauts en danse et mon manque de flexibilité. Non, fait que j'ai réussi à rencontrer des gens fantastiques, encore une fois, et des gens avec qui j'ai encore des liens. Quand on se voit, quand on se croise, il y a comme un genre de respect mutuel aussi. Puis ça c'est dur de construire ça. C'est dur de le faire artificiellement, tiens. Oui. Hey, Jean-Philippe, le spornographe. La soirée est encore jeune. Bonsoir. Tu viens de parler des dieux de la danse. Tu es beaucoup dans le divertissement. Quelle partie de ta passion pour la politique internationale te prédisposait à avoir la carrière que tu connais aujourd'hui? Je suis renversé. Je pense que j'avais
j'avais des grandes aspirations pour l'être humain qui ont été déçus avec le temps. De me concentrer là-dessus. Non, mais j'ai travaillé pendant une bonne année à l'UNESCO à Paris. Tu sais, puis, je pense que la bureaucratie je suis pas patient. J'ai remarqué que je n'étais pas patient. Et la patience fait foi de tout en politique et particulièrement en diplomatie. Là, à l'UNESCO, c'était beaucoup ça. Puis je me suis dit, mon Dieu, je serai patient à 65 ans, 70 ans, mais je peux pas être patient là. Je commence ma vie, il me semble qu'il y a plein d'autres choses à faire. Cela dit, comme je suis un peu heureux dans la vie, je risque pas beaucoup. Hein. J'ai été chanceux. Ouais, je suis heureux. Si on m'avait offert cette job-là pendant 15 ans à l'UNESCO, peut-être bien que je serais resté là. Le fait que le contrat n'était pas très certain parce que il y a toujours des quotas partout. À l'UNESCO, il y a beaucoup de Canadiens déjà qui y travaillent. Puis quand il y a beaucoup de Canadiens, ça veut dire que même si tu es bon, même si tu fais l'affaire, ben ta nationalité est un problème. Donc, ce ne sera pas toi qui sera nécessairement choisi. Cela dit, c'est correct. Puis ça m'a permis de voir m'en aller, puis de me faire rappeler à un moment donné à Radio-Canada, puis de me faire rappeler à un moment donné pour le Sportnographe. C'est-à-dire que on avait créé ce site-là, mais ça a fonctionné. Puis là, de fil en aiguille, je suis là où est-ce que je suis en ce moment. Mais si on m'avait, j'aurais craché. Là. Si on m'avait offert un contrat là, de 5 ans, avec une certaine sécurité d'emploi à l'UNESCO, je serais encore là-bas, je suis convaincu. Vous faites allusion au Sportnographe. J'ai participé une fois à votre émission, Jean-Philippe. Puis je m'y suis rendu, presque pas de reculons, mais avec l'estomac noué, avec des appréhensions, je pense, qui étaient légitimes. Mais j'ai rapidement compris que, dans la vie, il faut être capable d'autodérision. Il faut être capable et de plus en plus d'ailleurs. Comment vous avez vécu ça avec les gens du milieu comme moi? J'imagine que c'est pas tout le monde qui s'est bien inséré dans votre philosophie et dans l'humour que vous vouliez apporter. Deux choses. Dans le sport, comme dans tout, il y a des gens qui se prennent très au sérieux, puis des gens qui sont capables de rire, puis peu importe le milieu. Puis l'autre chose, c'est qu'en sport, c'est un milieu qui est extrêmement tissé serré. Avec raison. Cela dit, quand on a commencé le Sportnographe, on commençait ça pour le fun. On prenait des citations, ça nous faisait bien rire de regarder des games de hockey, puis de voir des analyses qui n'avaient pas de sens à un moment donné, puis tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. On en riait dans notre salon. Jamais. Mais là, je suis chanceux parce que je parle quand même à des gens qui font peu ou pas d'erreurs. Puis les erreurs, c'est toujours drôle parce que, mais je vais vous dire une chose, j'en écoute des games canadiens, là. Je le répète, je le dis souvent à Pierre, puis je le répète souvent à Pierre, vous êtes exceptionnel. Puis je le dis très sincèrement. Je sais que c'est dur, c'est pas très peut-être corporate de le dire. Je m'ennuie de vous, puis je me suis ennuyé beaucoup de vous. Et encore une fois, veux pas, dans ce monde de direct là où tu dois remplir du temps, à un moment donné, il y a toujours des comparaisons le fun à déceler à quelque part, puis duquel on peut s'amuser un peu, et surtout d'aller exagérer ce qui est, après tout, que du sport. Fait que c'est ça qui était le fun à faire. Cela dit, c'était beaucoup plus facile d'inviter un Marc Denis ou un Pierre Houde à l'émission parce que, on n'en avait pas 50 des citations de Pierre Houde ou Marc Denis à l'émission, alors que pour d'autres, c'est plus tough. Fait que, puis quand on est devenu un peu mainstream, c'est-à-dire que quand on nous a donné un micro pour faire pour que notre artisanat, je le mets en gros guillemets, soit mis de l'avant puis devienne un peu professionnel j'utilise professionnel là, peut-être un peu tôt dans ma carrière, là, mais à ce moment-là, une fois que ça a commencé, là, tout d'un coup, on était là comme faut assumer, puis ça nous a toujours fait rire à la limite parce que, encore une fois, on riait, on se promenait pas dans les hôpitaux à rire des médecins, là, on sauve pas des vies, là, fait que, un clin d'œil, c'est correct, la plupart des gens ont très, très bien embarqué, Ouais. Mais écoute, Jean-Philippe, j'ai participé moi aussi une fois, même temps que Pierre, j'étais vert dans le milieu, puis j'étais pas prêt. Même si, je pensais que t'allais dire j'étais vert de peur. Non, mais j'étais vert dans le milieu. J'avais pas d'identité, j'avais pas de véritable identité assumée encore, je pense, dans le métier. Hyper vrai. Robotique. Ouais. Sur le dos un peu de critiques pour moi qui était insensé envers Benoît Brunet, puis dans un monde où là, le Sportnographe était un gros morceau quand même de ce côté un peu, je dirais pas occulte, mais culte. Mm-hmm. Il y avait un certain suivi culte, Jean-Philippe, de votre affaire.
J'étais pas prêt. Donc, si tu veux me réinviter, c'est correct. Puis je te jure que je me laisserai pas piler ses pieds cette fois-là. Écoute, la réalité, c'est que, tu sais, on a arrêté de le faire. On fait des fois des petits podcasts, tu sais, qu'on enregistre on the side de même. On en fait 2-3 par année avec Radio-Canada, tu sais, parce que, on est vraiment passé à d'autres choses. Puis à un moment donné, on fait le tour, tu sais, mais on a quand même du fun. Puis, encore une fois, je me rappelle très bien, tu sais, puis je me rappelle très bien du switch de Benoît Brunet. Je me rappelle de tout ça. Cela dit, quand tu regardes aujourd'hui l'équipe que RDS a formée, tout le monde est à sa place. Ouais. Puis à un moment donné, quand tout le monde est à sa place, ben, ça fonctionne. Tu sais, je veux pas en remettre, puis je vais me faire railler par d'autres noms, mais Christy, vous êtes bon. Non, mais continue. Écoute, on a encore un bon 10 minutes, si tu veux. Continue, nous, on va aller prendre un café et on revient lorsque tu auras terminé. On aime ça beaucoup. Mais tu sais, Michel Terrien disait souvent être assis dans la bonne chaise. Alors, c'est vrai, tu sais, notre métier, et Jean-Philippe, tu le sais, parce que tu as évolué dans ce sens-là, c'est de la forme et du fond. Hein? Alors, sur le fond, on peut très bien maîtriser sa matière, mais si on n'est pas dans le bon contexte de forme pour la livraison, ça se peut. Notre métier, c'est pas un ou l'autre. Ça doit être, pas idéalement, ça doit être pour le bien le faire, ça doit être un et l'autre. Puis il y a de l'essai-erreur, et malheureusement, les erreurs sont publiques. Ben, c'est parce qu'en plus, Jean-Philippe, ce que tu disais tantôt, ce que tu abordais avec Marc, Marc, il m'a dit, c'est quoi le premier conseil que tu peux me donner? Je dis, j'ai pas de conseil à te donner au niveau de l'élocution, c'est parfait, ton langage, ta connaissance du hockey. J'ai dit, accepte que le reportage parfait n'existe pas. Ouais. On est toujours sans filet, on est toujours en direct. Et on n'a même pas le contrôle sur le contenu. On rapporte ce que l'on voit. Il n'y a pas de scénario, là. Il n'y a pas de scénario. On ne peut pas apprendre un texte par cœur. On n'a pas de télésouffleur pour nous dire et quoi décrire. Alors, je pense que quand on accepte ça, c'est plus facile d'aller vers l'autodérision après. Ce qu'on a commencé à faire de plus en plus en ondes, quelque part, Jean-Philippe, ce que vous avez fait a aussi changé nos mœurs. On a appris à rire de nous-mêmes et c'est pas parce qu'on fait ça depuis 30 ou 40 ans. On a appris à rire de nous-mêmes sur le moment, quand on commet une bourde ou quand on commet une coquille. Alors, quelque part, vous nous avez apporté ça aussi. Je sais pas si c'est nous plus que le fait qu'à un moment donné, le temps passe et l'époque aussi fait que tout le monde a un commentaire à faire en direct, que ce soit sur Twitter ou sur les réseaux, tu sais, sur tout le monde a une tribune. Mais il y a un truc, par exemple, qui est affreux dans ce que vous faites, puis pour tous ceux qui commencent, que ce soit toi, Marc, ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est que vous commencez dans l'émission la plus regardée de tous les temps, à travers les âges, par le plus de gens. Ça va être aussi une messe populaire. Fait que vous commencez pas, tu sais, moi j'ai fait le spornographe dans un sous-sol, là, j'ai fait ça pendant longtemps, puis à un moment donné, tu pratiques, puis tu arrives à faire ce que tu fais en direct. Vous êtes immédiatement, du jour au lendemain, regardé par 1 million de personnes comme ça. Fait que c'est l'enfer, tu sais. Passons du spornographe à bonsoir, bonsoir. Moi, je veux savoir comment tu as vécu tes soirées au printemps quand tu étais en ondes et que le Canadien était en série en même temps. J'ai haï ma vie. Tu sais, nous autres, on enregistre les lundis, mercredis. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les calendriers du Canadien, en fait, des séries étaient souvent mis à jour, tu sais, avec un décalage entre 2 séries. Puis, ça tombait tout le temps, les lundis, mercredis. Je me rappelle, tu sais, la finale de la Coupe Stanley, quand le Canadien a gagné, le match que j'ai pu regarder là, contre Vegas, encore une fois, dans ma cour, j'avais mis la télé dehors. On était quelques amis. Je me souviens encore de ce moment-là. C'était exceptionnel. Puis là, moi, dans ma tête, je calculais, j'étais là. Ah, c'est parfait. Ça va recommencer mardi. Je n'enregistre pas. Bingo. Puis là, la LNH sort son calendrier. Puis, une petite fantaisie. Ils ont ajusté le calendrier de façon spéciale pour la finale. Et ce sera les lundis, mercredis, les premières games. C'est sûr qu'ils vont. J'ai été à terre. Mais pas de blague, j'ai fait plusieurs entrevues avec mon iPad avec le score à droite. Puis dans les pauses, on diffusait, ben oui, hey, tu sais, des fois, je me rappelle que je donnais le score en ondes, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, un des coprods venait me voir, comme, OK, je pense que tu peux peut-être arrêter, là, les gens, j'étais là, ouais, ben, non. Ouais, mais les gens vont aller regarder le hockey. Je dis, ils le regardent déjà. Ceux qui sont ici, qui continuent à nous regarder, tu sais,
je pense que c'est une simple courtoisie de leur dire ça se pourrait que je sois distrait parce que c'est le Canadien là, qui est en finale de la Coupe Stanley. La dernière fois que j'ai vécu ça, j'avais 12 ans. Fait que tu vas me le laisser ce bout-là, s'il te plaît. T'sais. Ah non, ça a été l'enfer. Tu as souvent parlé de F1 quand on travaille ensemble. Où se situe la F1 dans ton échelle de suivi du sport? Passion, intérêt, curieux? T'sais, on a souvent parlé, toi et moi, de Drive to Survive qui a été publié sur Netflix. C'est arrivé, si je ne me trompe pas, il y a eu la saison 2 qui est arrivée au début de la pandémie. Mais j'ai consommé ça alors que j'avais laissé de côté la F1. Très sincèrement. Je dirais que le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième titre de Lewis Hamilton, je n'ai pas regardé. J'ai été à la limite indifférent par ce qui se passait. T'sais. Et à un moment donné, sur Netflix, la F1 a eu cette extraordinaire idée de génie de mettre une série fantastique, une série c'est de la télé-réalité, là, mais à fond, la caisse, où tout le monde s'ouvre, où clairement, ils ont réussi à négocier un accès qui moi-même me surprend. Et ça a permis à mon intérêt de revenir, puis de revenir beaucoup plus intensément que je pensais. Et là, en fin de semaine prochaine, je ne sais pas quand ça va être diffusé tout ça, mais je sais qu'on a le Grand Prix de Russie. La réalité, c'est que, je regarde les qualifs, je regarde le Grand Prix. Puis quand mes enfants, parce que j'ai des enfants une fin de semaine sur 2, j'ai inclus mon fils qui a 6 ans et demi. Mais je dis que sûr, je le regarde. Fait que, il est avec moi, puis on regarde le Grand Prix. Puis j'ai regardé le Grand Prix là, de Belgique au complet. Je vous ai tenu, je vous ai supporté tout le. Wow! Hey, ça, c'est 4h30. Il a fait du jive, Jean-Philippe, mais il a dansé la claquette ce jour-là, ce jeu. J'ai dansé tout le répertoire. Je vous ai pas lâché cette journée-là. J'ai commencé. Bravo, je t'applaudis. Non, mais bravo à toi. Et je vous ai trouvé extraordinaire. C'était intéressant. Ça restait pertinent. Puis, écoute, c'est vous dire, là, j'aurais pu ne pas regarder. J'aurais pu faire comme bon, OK, c'est assez. J'ai pas lâché. Ça a été un superbe dimanche matin, malgré tout ça. T'sais. Après ça, on a eu je te dirais, le payback à Imola, là, c'est-à-dire à Monza. C'était-tu Monza ou Imola? Imola, hein? Monza. Monza. Fait qu'on a eu un beau retour du balancier pour ce Grand Prix-là qui nous a permis d'avoir bien du fun. Mais je vous lâche pas. Je trouve ça fascinant et en bas dans mon sous-sol, je me suis créé un petit siège avec un volant puis ma PlayStation 5 devant mon écran de 55 pouces. Puis là, je me suis fait essayer de conduire sans aucune aide, parce que les PlayStation, ces jeux-là ont des aides à la conduite, mais ils peuvent être extrêmement ressemblants. Et je vais vous dire une chose, c'est tout un travail qu'ils ont à faire, ces gars-là. Hein? Je n'en reviens pas encore qu'on mette un garçon de 19-20 ans dans une voiture à 320 km/h avec autant de décisions à prendre en dedans de la seconde. Moi, en tout cas, fait que oui, hyper intense maintenant, mon amour pour la F1. C'est très touchant. D'abord, merci de tes bons mots, mais on est heureux de t'avoir rapatrié. On le sent d'ailleurs. Hein. Il y a une nouvelle vague là, pour la F1 qui s'installe. Puis, évidemment qu'on ait deux écuries concurrentes avec deux grands pilotes concurrents de deux générations différentes. Écoutez, les ingrédients de la recette sont là, bien sûr. Le sport occupe une place importante dans ta vie aussi. À la première personne, tu es un fervent de course à pied. Tu as parlé des fois de ta gestion de tes énergies, ton niveau de forme. Tu as fait des marathons New York, Chicago. Tu es un gars qui est assez intense lorsqu'il s'entraîne, qui prend parfois des pas de recul. T'en es où là, aujourd'hui, ces jours-ci, ta relation avec la course à pied et la forme physique? Oh! C'est parce que, tu sais, une vie est remplie de montagnes russes. C'est-à-dire que, tu sais, l'été, avec Bonsoir, j'ai trouvé ça, je trouve ça plus difficile de m'y mettre à fond. Moi, je suis capable de m'entraîner 2-3 heures par jour si ça serait mon grand bonheur dans la vie, là, tu sais. Mais là, je sais pas, j'aime ça boire un petit verre de vin, tu sais. Fait que là, je me suis rendu compte que cet été, j'avais besoin de décompresser, fait que j'ai bu souvent. Je courais, mais moins. J'ai pris un peu de poids. Pour vrai, ma vie, c'est ça, là. Tu sais, je prends un peu de poids, j'en perds. Fait que là, dans mon cycle, en ce moment,
je recommence à m'entraîner un petit peu plus intensément. Fait que ça, je suis dans mon cycle en remontant. Mais par exemple, je suis pas, j'ai beaucoup d'admiration pour des amis autour de moi. Mon ami Sylvain, mon ami Patrice, que tu connais, Patrice, puis Hugo, voyons, je perds son nom parce que je sais, Gilbert, Hugo Gilbert, puis Patrice Tremblay, ces deux, eux autres, ils n'arrêtent jamais. C'est des machines. Ils ont quoi, 45? Ils doivent être rendus à 45, 46? 46 c'est pas plus que ça, pas loin de 50, ouais. Ah, mon Dieu. Fait que, on s'est pris encore, c'est des amis qui lâchent pas, qui s'entraînent autant, tous les jours. Ils ont des enfants, une compagnie à gérer. Puis je me dis, coudonc, ils sont meilleurs que moi. Si tu veux, je pourrais jamais me rendre là. Fait que je regarde ces gens-là avec admiration. Quand je m'en éloigne, je m'en ennuie. Quand je me rapproche, je constate. Mais ma vie est ça. Pédale sur le gaz. J'ai l'impression que c'est moi qui parle parce que je t'écoute parler, je suis fait du même moule. Puis moi, en plus, Andréane, j'ai la machine ici à côté de moi pendant 200 jours par année. Ouais. Mais il y a une bonne influence sur moi parce que ça m'incite souvent à aller au gym dans les hôtels. La différence, Jean-Philippe, est beaucoup dans l'aérobie, le cardio. T'en es où là avec le demi-Ironman, le triathlon et tout ça? Parce que moi, je nage comme une roche. Fait que moi, je suis pas là pantoute. Moi aussi, je nage pas bien. Ça change rien de bien nager, Marc. OK. Un de mes amis, Sylvain, il s'arrête pendant la nage, puis il prend des breaks. Fait que tu n'aurais pas besoin de ça. Mais non, triathlon, ça fait mon fils a 6 ans et demi. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je pense que ça fait 6 ans que j'ai pas monté sur mon bicycle. OK. J'ai 5 ans. Fait que non, je suis rendu. Puis mon vélo est extraordinaire, il est beau. Il est dans mon sous-sol sur un rouleau. Tu les poussettes. De temps en temps, mais je cours. Puis je fais de la boxe plus. Je m'entraîne en boxe tout seul, là, évidemment, mais je m'entraîne beaucoup en boxe dans mon sous-sol. Puis j'ai découvert une petite passion pour ça, malgré ce sport que des fois j'ai de la difficulté à comprendre, puis de la difficulté à comprendre dans sa philosophie et puis dans évidemment avec les dernières semaines, les derniers mois qu'on a passé à travers ces moments un peu de drame, j'ai de la difficulté à comprendre le sport, mais l'entraînement qui est associé, j'adore ça. Est-ce que tu te tapes sur la tête? Est-ce que tu t'en veux quand tu as des relâchements ou t'assumes puis tu gères bien ça? Parce qu'il y a quand même une notion de performance quand on s'entraîne puis on veut les résultats puis là, quand là, tu recules un peu... C'est cute. Ben oui, c'est bien sûr. On passe rien que ça. Moi, je passe mon temps à me taper sa tête. Là, ça me rassure. Ben oui. Ça me rassure tellement. J'aime tellement ta question et j'aime tellement sa réponse. J'avais besoin que tu me dises ça. Mais chaque verre de vin, chaque bière que je peux boire sans que je me sois entraîné avant n'est pas une bière ou un verre de vin dont je profite pleinement. Ah, OK. Je prends des notes. Oui, non, mais ça me rassure tellement parce qu'on est humain, dans le fond. Hein? Oui. C'est ça qui arrive. On est humain et on fait un métier, je m'excuse, je ne voulais pas t'interrompre, Jean-Philippe, on fait un métier qui nous force à se détendre et à relâcher dans des moments inhabituels ou dans des moments qui ne sont pas ceux des gens qui mènent une vie un peu plus normale en termes d'horaire ou en termes d'agenda. Là, tu parles du verre de vin à 8h30 le matin, c'est ça? Non, mais je parle, par exemple, d'un lunch étiré sur une terrasse un lundi midi. Oui. Par exemple. Moi, c'est une façon vraiment de me détendre. C'est sûr qu'il y a de l'abus, de table. C'est sûr que tu vas me dire, c'est épouvantable, prendre quelques verres de vin un lundi midi. Mais c'est parce que... Je te dirais pas ça. Mais le jeudi soir, tu peux pas en prendre parce qu'on est en ondes. Voilà, c'est exactement. Parlant d'être en ondes, Jean-Philippe, je t'adore à la télévision. Je t'ai déjà dit, toi, il faut que tu aies un talk show. Tu l'as, ton talk show. Puis Marc peut le dire, moi, je suis fan fini là, des années 70 avec Johnny Carson, David Letterman, Jay Leno et ainsi de suite. Je te trouve vraiment, mais vraiment très bon. Mais je m'excuse, je craque, moi, pour La soirée est encore jeune. Est-ce que tu es un enfant de la télé ou un enfant de la radio? La radio. Je suis un enfant de la radio. Je trouve que je trouve que le micro nous donne un avantage indu sur les gens qui font de la télé. On a le loisir d'être exactement ce qu'on est, puis avoir le cerveau libre de l'espace que peut prendre l'image que l'on projette. Puis d'avoir cette liberté-là dans notre tête, ça nous permet
pense que ça nous permet, c'est ça, ça nous permet une plus grande liberté, une plus grande légèreté. Puis aussi, je pense, ça nous permet de pouvoir montrer notre talent ou en tout cas ce qu'on aime faire encore plus, de façon encore plus claire, je pense. Parce que, tu sais, je veux pas la télé. Dès qu'on, tu sais, on peut être nous-mêmes là, devant la caméra. Il y a pas de problème avec ça. C'est juste que devant une caméra, on n'a pas le choix d'être conscient de notre position, de notre posture, de notre façon de tenir un micro, de notre façon de parler au public, de notre façon de regarder l'invité. Tout est là. Et je pense que la radio, et puis surtout la radio à Radio-Canada nous a permis ça, là, nous permet de faire n'importe quoi. Tu sais, à la télé, là, avoir une nouvelle idée, là, c'est la ça implique du monde. Ça implique une hey, tu sais, je sais, là, cette année, là, bonsoir, à un moment donné, là, tu sais, on avait une idée, là, de petits concepts avec mon ami Louis-José Hood, tu sais, puis j'étais là, ah, mon Dieu, ça serait drôle de faire ça, tu sais, on va faire ça chez nous avec deux iPhones, parfait. Puis là, je fais juste envoyer un courriel à la prod, là, tu sais, puis je suis producteur moi-même, je fais juste vous dire, ah, by the way, tu sais, on a une petite idée avec Louis, ça se pourrait qu'on fasse ça, tu sais. Puis je laisse ça, puis là, à un moment donné, ça, un courriel me revient. Là, il y a 2 meetings de bouquets. On a un brainstorm. Il y a un secrétaire. J'étais là, non. Là, vous allez faire peur à Louis-José, là. C'est trop gros, là. Là, Louis-José va s'en aller, là. C'est comme, là, c'est arrêté. Il n'y a pas besoin de meeting. Tout ce que je vous ai dit, c'est une idée. On n'est pas obligé de faire de quoi, Christy, à la radio. On a une idée le dimanche matin. On la fait le dimanche soir. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais ça a coûté 0 cent. Et ça, c'est mon grand, grand bonheur de pouvoir avoir une idée complètement disjonctée, de la faire, puis de voir si ça fonctionne, tu sais, sans avoir de préparation ou d'affaires trop lourdes à gérer. Tu sais. Excuse-moi, vas-y, Marc. Non, ben, écoute, dans le fond, j'ai une question, puis je veux surtout pas manquer de respect, mais je pense que tu vas comprendre le sens. Mais dans son fond, dans sa forme, dans son côté irrévérencieux, et avec l'explosion en temps de pandémie des nouvelles plateformes, et tu me vois venir du podcast, la soirée est encore jeune, est-ce que c'est le pionnier, le premier à mettre le pied dans la traîne du podcast tel qu'on est en train de le connaître aujourd'hui, ou? Je pense que, et puis ça, mon Dieu, si vous saviez comment c'est un sujet de discussion en ce moment à Radio-Canada, parce que okay. La soirée, là, on a commencé le podcast il y a 10 ans. Okay? Et c'est devenu une émission de balado-diffusion parce que c'est devenu la façon d'écoute la plus importante. On a des bons chiffres en direct. On a eu toujours des très bons chiffres en direct. Ça a monté. À un moment donné, ça a stagné parce que les gens ont transféré sur le podcast. Mm-hmm. Puis le podcast est devenu notre façon de savoir que les gens nous écoutent parce que, les chiffres sont très bons, mais aussi les gens nous le disent. T'sais. Ah oui, je vous écoutez votre podcast. Ils se promènent dans la rue puis ils écoutent notre podcast. Ils s'entraînent, ils font fait que c'est vraiment rendu ça la façon d'écouter. Cette année, puis évidemment, ce podcast-là était disponible sur Apple Podcast depuis, 10 ans. Fait que ça a été notre moyen de monter notre audimat. Puis écoute, à un moment donné, on était dans le top 20 de tous les podcasts, toutes langues confondues au Canada. Puis là, fait que c'est du gros stock. Puis là, cette année, là, je vais être extrêmement corporate, là, mais cette année, Radio-Canada a décidé de retirer le podcast sur Apple Podcast, de le mettre avec 4 ou 5 jours de retard pour prioriser leur application. Et là, c'est une discussion philosophique qu'on doit avoir avec les patrons parce que philosophiquement, je dis aux patrons, écoutez, on a créé pendant 10 ans un auditoire fidèle. Et du jour au lendemain, vous leur retirez leur façon d'écouter leur podcast en priorisant notre application. Je comprends, mais la façon de diffuser a changé. Puis à un moment donné, la façon de penser, de se dire on va retirer une façon d'écoute et les gens vont retourner en direct puis vont aller sur notre plateforme à nous, c'est pas vrai. C'est plus vrai. Et je trouve que c'est une discussion qui va se poursuivre parce qu'elle va avoir des répercussions. Mais c'est tellement une bonne question, Marc, parce que effectivement, on est en ondes en direct. Puis le direct nous donne une adrénaline. Cette adrénaline-là, elle peut se consommer a posteriori, ce qui est assez exceptionnel. Mais si on avait à préenregistrer cette émission-là et la diffuser par la suite, on n'aurait pas le même feeling. Mais ça fait que c'est une émission qui s'écoute en podcast et j'aurais tendance à dire personnellement, là, majoritairement et éventuellement uniquement en balado-diffusion.
je trouve que ça ferait du sens. Dans votre créneau, ça me fait penser à Aujourd'hui l'Histoire, avec Jacques Beauchamp, émission à laquelle j'ai participé. L'émission a forcé l'écoute en balado et non pas l'inverse. Et ça, c'est le propre de la radio parlée, de la radio intemporelle. Il nous reste une question à poser. Mais oublie pas que Jean-Philippe a dit que la mienne était très bonne. Fait que t'as de la pression quand même, là, parce que je veux juste quand même mettre les affaires au clair, là, parce que là, tu sais, il y a quelqu'un qui se démarque dans cette entrevue-là, puis c'est pas juste Jean-Philippe. Fait que, écoute, on parlera au clair un peu plus tard, mais pour l'instant, on parle à Vautier. Écoute, si je te donne un rêve ou un fantasme à assouvir sur le plan sportif, tu voudrais marquer un but décisif en série éliminatoire, tu voudrais passer le drapeau à Damien en premier dans un bac de F1, tu voudrais courir le marathon en 2h08 et être sur la plus haute marche du podium, tu voudrais capter une longue bombe d'Aaron Rodgers. Ah, les Packers reviennent. Qu'est-ce que tu choisirais? Les Packers, on va arrêter ça, les Packers. C'est triste chaque année, là. Mais, oh mon Dieu, hey, ça, c'est une bonne question. Je suis obligée de dire que c'est une bonne question. Je l'aime pas, cette question-là. Rêve de courir le marathon en bas de 3 heures, mais à un moment donné, tu cours le marathon en bas de 3 heures, c'est fait. C'est quelque chose que je peux ultimement faire. Il faudrait que je choisisse quelque chose que je ne pourrais jamais faire. Et là, en ce moment, si tu me demandes maintenant, là, j'aimerais ça juste m'asseoir une fois dans un baquet de F1 pour essayer de faire un tour j'aimerais ça voir c'est quoi. J'aimerais ça sentir qu'est-ce que c'est. C'est tellement quelque chose qui est inaccessible pour chacun de nous. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on peut pas battre. Traverser la ligne d'arrivée en F1 peut-être, mais il y a quelque chose qu'on peut pas battre. Puis ça, je l'ai vécu quelques fois. Puis quand tu traverses une ligne d'arrivée, que ce soit dans un demi-Ironman, quand tu traverses une ligne d'arrivée puis que tu es allé au bout de toi, ton dernier 500 pieds, là, 500 mètres, là, ça, là, si je pouvais le revivre chaque jour de ma vie, je le ferais. Je me rappelle ce moment-là, ça, je le revivrais tous les jours. Si je pouvais, ce serait ça. Jean-Philippe Vautier, merci infiniment de ce temps. Merci d'être aussi généreux. Puis, je pense qu'on a encore la preuve. Tu es certainement un des communicateurs les plus intéressants et les plus, je dirais, dont la passion ressort constamment. Ah oui. Puis, tu as un humour aussi exceptionnel. Tu es vif d'esprit. En fait, tu as tout ça. Longue vie encore à ta carrière. Puis, on te souhaite plein de beaux projets encore. Salut, Jean-Philippe. Merci. Puis, j'ai très hâte de vous revoir. J'ai très hâte de vous entendre aussi au hockey. J'ai très hâte de t'entendre à la F1. Puis, j'ai envie de dire bonne saison de hockey. J'espère que le Canadien va aller loin, mais en même temps, ça me fait trop mal au cœur de vous manquer pendant tout ce temps-là. Fait que j'espère qu'ils ne feront pas les séries cette année. On se croise les doigts. Salut. T'as vu, hein? Je suis capable d'en poser une question intelligente. Je pense qu'il a juste été poli, là. Soyons honnêtes, là. Ma question était bien meilleure, en tout cas. Ouais, peut-être que c'est par politesse. Il passera jamais le drapeau à Damien. Vous êtes bons tous les deux, là. C'est correct. Vous êtes comme un mini-wheat, tu sais. Ça prend les deux. Un côté chez nous. Andréane, le problème qu'on a souvent, Marc et moi, qui voyageons et qui allons recommencer à voyager cette année, c'est que ça nous prive quand même de suivre de façon régulière ce que la télé québécoise fait de bien. Et Dieu sait qu'on a une industrie absolument extraordinaire au Québec, toute proportion gardée, beaucoup plus active même que le Canada anglais, que le reste du Canada. Toi, est-ce que l'automne, ça te ramène ton côté téléspectatrice? Est-ce que tu dévores la télé québécoise? On s'entend, moi, j'ai pas beaucoup de temps, comme vous, dans le fond, pour regarder des longues séries, hein, parce qu'une fois qu'on a regardé tout ce qu'on a regardé en termes de sport à la télé, des fois, j'aime bien fermer la télévision. Ouais. Mais l'enregistreur numérique se fait aller à partir de l'automne, parce que c'est vrai qu'on fait de la bonne télé au Québec, puis j'essaie de la prioriser avant la télé américaine, en tout cas, toute proportion gardée, là, mais j'essaie vraiment de rester connectée, puis maudit qu'on fait de la bonne télé. C'est fou, il y a eu les Gémeaux récemment, ça a été comme la fête de la télévision, mais je regardais, là, je faisais le tour de mon enregistreur numérique, la une à Télé-Québec, qui se plonge dans le journalisme d'enquête avec les journalistes de la presse. Je dévore ça comme une série Netflix. C'est très, très, très bon. Et on a des bonnes séries à nouveau aussi. Je suis très corporate en le disant, mais ça me fait plaisir de voir que la chaîne
produit, achète de la télé d'ici. La télé à sketch entre deux draps, ils ont gagné plein de prix. C'est produit par notre ami Louis Morissette. C'est tellement bon, vous mettez votre cerveau à off. La série Virage qui s'inspire de la vie de Marianne Saint-Gelais, c'est excellent. On parlait de Bonsoir, bonsoir avec Jean-Philippe Vautier. On fait de la maudite bonne télé. Partez vos enregistreurs, même si vous partez en voyage, les gars, ça vaut la peine. Et si on fait de la bonne télé, c'est parce qu'on a des bons artisans. Absolument. Et tu as raison. Je pense que l'arrivée de nouveaux crée une dynamique. C'est pas pour rien, on dit nouveau, une nouvelle dynamique qui est pas banale du tout, qui est très importante. Là. Mais on en fait sur toutes les chaînes. Parce que là, nouveau, vraiment, cet automne est arrivé avec un lot d'émissions que j'ai tout de suite adopté. Puis je suis quand même assez difficile. Mais là, ça me fait plaisir de retrouver notre télé. Je sais qu'on est plusieurs à regarder District 31 aussi de façon religieuse. Ouais. Moi aussi, District 31, c'est mon petit plaisir coupable. Là. Je les enregistre. C'est ton macaroni au fromage. Oui, c'est exactement ça. La comparaison est parfaite. Ça me fait du bien. C'est fait de chez nous. C'est des gens d'ici. C'est bon. Fait que profitons. Puis notre horaire fait que c'est impossible de suivre une série à proprement dit, sauf avec l'enregistreur numérique. Mais moi, ce que je salue, c'est l'audace. Notre télé québécoise, elle a une saveur. Ouais. C'est un peu comme les mets du monde. La télé québécoise, on la reconnaît. Puis, tu sais, loin de moi l'idée de planter la TV américaine, là. Mais tu sais, quand CSI a fonctionné, là, tu as eu CSI New York, Miami, Vegas, NCIS. Oui. Mais au Québec, c'est très rare qu'on va se copier parce qu'on a des idées. On a l'audace de faire une télé, puis je le dis, là, qui nous ressort. Alors, moi, est-ce que je peux risquer quelque chose, Marc et Andréane? Une télé qui vieillit bien aussi. En pleine période de pandémie, pour la série Et le but, que j'animais, une série d'entrevues, j'ai eu affaire, et j'ai eu l'immense bonheur d'avoir une entrevue avec Claude Legault. Ouais. Mais je n'avais pas vu Minuit le soir. Okay. Alors, j'ai retrouvé cette extraordinaire série qui remonte quand même il y a plusieurs années. Et j'ai eu un plaisir très actuel de suivre cette série qui avait été tournée il y a plusieurs années. Alors donc, on a aussi une télé qui vieillit bien, je pense, et qu'on peut revoir avec plaisir. Je suis tombée dans le studio d'Énergie un matin sur Pierre-François Lejeune et Rémi-Pierre Paquin. Je mélange tous les prénoms. Puis je suis rentrée dans le studio et j'ai dit « Oh mon Dieu, je suis dans Les Invincibles. » J'ai eu une émotion, j'ai vu les deux gars ensemble, j'ai dit « Je suis dans Les Invincibles parce que j'ai encore les coffrets à la maison. » J'ai pas gardé beaucoup de DVD parce que maintenant tout est numérique, mais il y a des séries comme ça que j'ai gardées. CA, j'ai gardé Les Invincibles parce que pour moi, ce sont des séries québécoises cultes, puis je voulais pas m'en départir, j'étais incapable. Absolument. Ouais. Nous, on va devoir réapprendre à utiliser nos enregistreurs parce que on retourne à temps complet. Tutoriel, Pierre, tu vas me dire comment, quel bouton appuyer. Mais là, quel bonheur pour vous de repartir sur la route comme ça. En fait, moi, je peux l'affirmer que c'est un bonheur. Je sais pas si tout le monde pourrait aimer ce rythme de vie. Ça fait quand même, moi, plus de 30 ans que c'est mon rythme de vie. Juste ça? Et oui, en fait, même plus que ça, parce que avant d'être le descripteur du hockey à RDS, la vie m'amenait beaucoup en voyage aussi. Donc, ça fait peut-être... Il esquive même les petits points que j'ai. Donc, ça fait un vrai pro. Je pense qu'il commence à te connaître. Oui, peut-être. En ski, j'étais assez fort en slalom, moins qu'en descente. Non, mais moi, ça n'a jamais cessé. Évidemment, j'adore l'aviation, je suis pilote. Alors, je suis bien dans un avion, je dors bien à l'hôtel, et je suis pas trop difficile en termes de nourriture, en termes de ce que je mange, de ce que j'aime. Alors, ce sont des ingrédients importants quand même. Et fait des jeux de mots aussi. C'est pas difficile la nourriture, ça prend des bons ingrédients. Absolument. C'est la recette gagnante. Mais au-delà de tout ça, je pense que ce qui nous a beaucoup manqué, c'est la camaraderie, le plaisir de se retrouver, en fait, en vase clos, mais avec notre petite équipe extraordinaire. Je pense que c'est ça, moi, qui me stimule autant de recommencer cette année à accompagner le Canadien à l'étranger. Puis moi, je vais faire une confidence. Si je pouvais faire le même travail, puis j'ai vécu pendant maintenant 1 an et demi à dormir à la maison, à me réveiller tous les matins chez moi, j'ai adoré. Fait que je me passerais des voyages, sauf que je veux pas jouer à l'hypocrite, puis tu le sais, j'en profite quand je suis à l'étranger. J'aime aller se payer une bonne bouffe.
sais, très souvent, là, le monde du sport, là, Jean-Philippe disait c'est un monde si serré, mais c'est un monde qui est très conservateur. Puis c'était tout le temps les mêmes restos à l'étranger. Hein. Puis là, je suis comme arrivé avec une couple de petits restos. Puis là, Pierre me dit des fois il me semble un resto qui sort de l'ordinaire. Tu sais, pas la chaîne de steakhouse qu'on connaît. Là. Le petit local. Là. Ben oui. Tu sais, le bar à huîtres à Boston ou le restaurant asiatique à New York, ben moi, je triple là-dedans. Je suis un épicurien, là, ça me paraît d'en face. Là. Puis, fait que, tu sais, autant où je me passerais peut-être des voyages pour être à la maison, j'aime ce confort-là un petit peu plus casanier. Autant j'adore les soupers qu'on se fait à l'étranger. Puis je suis bien content de renouer avec ça. Marc va même parfois se faire la barbe à New York. Ah oui, t'as ton barbier? Ouais. The Art of Shaving, c'est un endroit. Ça, c'en est une chaîne. Puis une fois de temps en temps, un petit rendez-vous. Comme on prend un rendez-vous pour se faire couper les cheveux. Ben oui, voilà. Mais là, c'est à mon tour à faire des confidences à propos de Marc. Pire que ça. Le barbier, ça, c'est pas si mal. Là. À un certain moment, j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, il cherchait quelque chose. J'ai dit, tu cherches un resto? Tu cherches un magasin? Non, je cherche un bootcamp. Un bootcamp? Tu sais, les entraînements où tu te fais engueuler, puis tu veux aller faire ça? Il n'est pas évident, il est allé. Vrai ou pas vrai? Barry's Bootcamp, F-45 aux États-Unis aussi. Oh oui, je sais ces affaires-là. Me faire crier après là, pendant 1 heure, puis sortir de l'ensoir, puis... Hey, tu m'appelles, je te fais ça gratuit, hein? C'est pas de problème, là. Non, mais je vais me sacrifier pour la cause. As-tu l'uniforme qui va avec? Tout s'arrange. Pas besoin de l'uniforme, pas besoin de l'uniforme, mais oui, ça aussi, c'est vrai. On peut faire ça, hein, sur un épisode. Ça me dérange pas. Mais là, blague à part, vous allez avoir une nouvelle destination avec Seattle. Oui, parce qu'on va en reparler dans un autre épisode, mais moi, je trouve ça toujours... encore là, je vais trahir mon âge avant que tu me taquines là-dessus. Non, j'allais pas là. J'en ai fait des nouveaux arénas, puis j'en ai fait des nouvelles équipes, mais ça a toujours été le même plaisir. Je me rappellerai toujours le premier match à Denver, le vieux McNichol Arena, à 5280 pieds exactement d'altitude. Ça avait beau être un vieil amphithéâtre un peu vétuste. C'est excitant d'avoir une nouvelle équipe. T'as hâte de voir, t'as hâte de découvrir. C'est comme aller à une nouvelle école ou entrer dans une nouvelle classe. J'ai vu les nouveaux amphithéâtres qui sont arrivés à répétition. On est allé à Nashville pour une première fois, puis on a découvert la ville et tout ça. Alors, Seattle, dans un autre épisode, je te raconterai mes objectifs très personnels. Oh, j'ai hâte! Pour Seattle. Tu vas avoir un itinéraire, là. Tu es en train de te bâtir ça. Okay. Exactement. Puis ce qu'il y a de bien, c'est que l'équipe part pour l'ouest du continent 48 heures d'avance. Donc, ça nous laisse une journée supplémentaire. Et elles sont rares sur la route, les journées de plus, les journées libres comme ça, là, quand vous avez le temps un peu de visiter. On peut-tu en parler de ça? Les gens nous demandent tout le temps ça. Qu'est-ce que vous faites dans vos journées de congé à l'étranger? Hey, je sais même pas si on va en avoir 3 cette saison, les journées de congé à l'étranger. Bref, je suis pas là pour me plaindre, mais je me laisserai guider à Seattle, Pierre. Moi, je vais te guider pour les visites. Oui. Pas pour le bootcamp. Non. Et puis, je te laisse les restos. OK, parfait. Okay. Hey, ça a été super agréable encore. On remet ça à une prochaine. Peut-être qu'on va crier après Marc la prochaine fois. OK, mais tu portes l'uniforme. À la prochaine. Salut. Ma parole.